santé. C'est même personnel. Madame, Monsieur, bonsoir. Question éco, mais ce soir, l'intelligence économique à l'honneur. Avec nos deux invités, nous traiterons de problématiques de circonstances, à savoir la gestion stratégique de la crise et celle de l'après-Covid-19, ici au Maroc et bien sûr ailleurs. Il y a des faiblesses qu'il faut renforcer aussi et surtout, comme pour toute crise, des opportunités. Comment les saisir et recréer de la valeur dans une chaîne de valeur mondiale vouée à la disruption? Et puis, comment créer une réponse continentale, pragmatique et orientée vers l'action pour faire face à l'impact sanitaire, économique et sociale de la pandémie, une initiative lancée, rappelez-vous, le 14 avril dernier par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Deux invités partageront avec nous donc ce soir leur réflexion et vous pouvez leur adresser vos questions sur le hashtag QuestionEco via nos pages sur les réseaux sociaux. Avant de commencer l'analyse, je vous laisse avec ce papier de Zind Messari. Elle revient sur la stratégie marocaine de gestion de la pandémie du coronavirus. Regardez. Il n'y a pas de place à l'austérité, mais à la mobilisation, à la solidarité et à la responsabilité. Au Maroc, tels sont les maîtres mots dans la lutte contre le coronavirus. La priorité au niveau national a été accordée à la préservation de la vie humaine à travers des mesures drastiques de confinement instaurées dès l'apparition de la pandémie. Prévention, mais aussi production. À l'heure où de grandes puissances peinent toujours à résoudre l'équation de la fourniture de leur population en masques de protection, le Maroc, lui, a réussi son tapage à en produire en quantité suffisante et va même en exporter. Autre produit essentiel en ces temps de coronavirus, les gels hydroalcooliques sont également fabriqués sur place. D'importants efforts sont fournis pour fluidifier les circuits de distribution des masques sanitaires et des gels hydroalcooliques tout en luttant contre la spéculation. Le Maroc a également vu juste concernant la souveraineté alimentaire. Alors que de nombreux pays à travers le monde sont exposés à une rareté et pénurie de produits alimentaires, le Royaume, lui, produit désormais la plupart de ses besoins alimentaires. Le stock alimentaire couvre largement les besoins. Pas de perturbations relevées dans la production. Le marché est approvisionné de manière régulière en denrées de première nécessité. Le stock de blé destiné à la minoterie industrielle couvre 3 mois de consommation. Autre fait marquant de ce coronavirus, c'est la symbiose et la bonne entente née entre les populations et les agents d'autorité, notamment les forces de sécurité, qui jouent un rôle primordial pour encadrer et sensibiliser la population dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie. Et nous accueillons sans plus attendre l'un de nos deux invités via Skype. Il s'agit du président de l'Institut marocain d'intelligence stratégique, l'IMIS. Bonsoir Abdelmalek Alaoui. Bonsoir Khadija. L'IMIS vient de publier une note de politique ou policy note intitulée Vers un changement structurel et une coémergence pour l'Afrique et le rôle du Maroc comme hub ou locomotive de prospection. Cette analyse multidimensionnelle, n'est-ce pas Abdelmalek Alaoui, de la gestion de la crise dans le monde de la globalisation se conclut avec une feuille de route servant de base à ce que vous définissez par partenariat stratégique des chaînes de valeur. Nous allons y revenir, mais avant, en lisant cette note, il y a comme une impression que l'Ouest ou les pays développés sortent finalement un peu vaincus de cette épreuve de Covid-19. Vaincu, il est encore trop tôt pour pouvoir le dire. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une mise sous pression formidable d'un certain nombre de grandes puissances qui, lorsque la pandémie est arrivée à leurs portes, se sont retrouvées avec un outil de production qui n'était pas suffisamment adapté pour leur permettre de pouvoir implémenter un certain nombre de mesures barrières et de pouvoir produire à la fois des masques, du gel hydroalcoolique, mais aussi des instruments de technologie tels que les respirateurs. Il y a une bataille quasiment de transition de civilisation qui est en train de se passer à la fois dans le vieux continent, mais également outre-Atlantique. Et une prime a été donnée aux pays qui ont été en capacité de faire montre d'agilité stratégique.
Alors, transition de civilisation, comme vous le dites, il y a aussi une transition, notamment par rapport à la dette, et ce qui est cité justement dans cette étude. De nombreuses dépenses publiques d'urgence doivent être financées par la dette publique, ce qui devra, selon toujours la note, profiter probablement aux économies des marchés émergents. Comment ? Je rappelle que cette note a été élaborée sous les auspices de l'Institut marocain d'intelligence stratégique par Papa Demba Thiam, qui est l'un des économistes africains les plus respectés actuellement dans le monde, qui est un ancien haut responsable de la Banque mondiale, et il nous indique qu'il y a un changement de paradigme très important parce qu'au lendemain de la crise financière de 2008, l'instrument monétaire a été utilisé de manière massive à la fois par la Fed, par la Banque centrale américaine, mais également par la Banque centrale européenne, ce qui a entraîné une baisse des taux très importante. Face au Covid, on a vu l'utilisation à nouveau d'injections de capitaux massifs, mais qui va faire que les taux seront quasiment négatifs. Donc les seuls endroits où ceux qui ont encore du capital iront se tourner pour pouvoir trouver un petit peu de taux d'intérêt et un petit peu de retour, ce seront les pays émergents et ce seront les pays qui représenteront des alternatives viables à la surexposition des industries européennes et américaines à l'Asie. Et à ce titre, il nous a paru intéressant au sein de l'IMIS d'analyser quelle serait la position stratégique du Maroc. En bref, il y a un coup à jouer évident pour le Royaume. Quel est ce coup justement à jouer pour le Royaume, Abdelmalek Alaoui ? Un certain nombre de produits absolument majeurs, stratégiques et fondamentaux pour les chaînes de valeur mondiales sont aujourd'hui en très grande majorité produits en Chine. Or, il va être essentiel pour des industries européennes ou pour des industries outre-Atlantique de pouvoir trouver de nouveaux hubs qui seront en capacité de pouvoir les alimenter de ces produits. Ça peut être dans l'automobile, mais ça peut être aussi dans l'industrie pharmaceutique, ça peut être dans la technologie, ça peut être dans énormément de domaines dans lesquels notre pays, le Maroc, est bien positionné pour pouvoir constituer une alternative crédible, pour peu que le pays arrive avec une offre de valeur internationale rapide au sortir de la crise. Très bien. Alors, sur la base de ces constats, vous avez mis en place donc une feuille de route, une stratégie, ou ce que vous avez appelé dans la note, ce que les économistes ont appelé dans la note, Strategic Partnership in Value Chain. En fait, un partenariat stratégique des chaînes de valeur. Qu'est-ce que c'est d'abord et en quoi consiste justement le rôle du Maroc dans ce changement de paradigme ? On voit bien ce qui s'est passé avec la stratégie qui a été poursuivie par le Royaume pour la lutte contre la pandémie. Aujourd'hui, le Maroc bip sur les radars mondiaux de par le leadership exemplaire qui a été impulsé par Sa Majesté en impliquant le principe de précaution au maximum, mais en montrant également que des pays du Sud étaient en capacité de pouvoir produire plusieurs millions de masques par jour en réorientant une partie de leur économie, que des ingénieurs marocains étaient en capacité de pouvoir travailler ensemble, notamment dans le secteur aéronautique pour fabriquer des respirateurs. Et donc cette impulsion et cette symbiose que vous avez soulignée tout à l'heure entre les populations et les pouvoirs publics peut être transformée à travers la création d'un corridor industriel qui viendrait s'insérer dans les chaînes de valeur mondiales. Il s'agit pour le Maroc de poursuivre cette flamme qui est arrivée avec la pédagogie de la lutte contre le Covid, en expliquant à nos partenaires internationaux qu'aujourd'hui nous faisons partie de la solution et que le seul chemin qui est devant nous est celui du partage de la valeur et de la coémergence, et que les pays du Sud ne peuvent plus être que des pays sur lesquels on va reporter des travaux à faible valeur ajoutée ou dans lesquels le coût du travail constitue un avantage compétitif essentiel. La réalité, c'est qu'un certain nombre de pays du Sud, dont le Maroc, sont les futurs dragons et sont en train de se réveiller et de se révéler. Alors justement, vous évoquez le Sud, les pays du Sud. Je reviens encore une fois, Abdelmalek Alaoui, à cette policy note, où il est question de déglobalisation. Pour certains observateurs, on parle d'une nouvelle phase de la globalisation, notamment après cette crise du Covid. Quel est le rôle justement de l'Afrique dans le processus de déglobalisation, disons-le ? Alors, d'abord, nous, on veut être assez prudent parce qu'il y a un embouteillage d'analyse en ce moment sur ce que sera l'après-Covid. Les éléments qui sont à peu près stabilisés
et sur lesquels il existe aujourd'hui un consensus, c'est que nous allons entrer dans une zone de très forte incertitude et qu'il va y avoir de la destruction de valeurs et de la destruction de modèles tels que nous les connaissons jusqu'à aujourd'hui. L'Afrique, dans justement cette situation de très grande incertitude, a un avantage très important, c'est que nous, Africains, sommes habitués à gérer les paramètres de l'incertitude beaucoup plus que des pays beaucoup plus développés, et que nous avons la capacité de pouvoir nous affranchir d'un certain nombre de technologies. C'est ce fameux effet saut de grenouille, le leapfrog. Et donc, l'Afrique a cette capacité à pouvoir être plus agile, plus rapide. Ses technostructures sont moins ankylosées, ses systèmes administratifs sont moins lourds. Et je pense que l'administration marocaine a prouvé ces dernières semaines qu'elle était capable de se digitaliser, d'aller beaucoup plus vite, de faire l'ordonnancement de marchés publics en une semaine, là où il fallait parfois 6 mois. Et donc, je pense que nous sommes en plein dans le discours historique de Sa Majesté d'Abidjan en 2014, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Alors, justement, qu'en est-il de l'initiative africaine? Comment est-elle aujourd'hui concrétisée? Alors, il y a plusieurs niveaux de ce que j'ai pu lire et comprendre dans la presse, c'est qu'il y a une initiative qui est pilotée par l'Union africaine, qui est forcément multilatérale et donc plus lente, plus complexe à mettre en œuvre, parce qu'il y a des mécanismes qui sont inhérents à cette organisation panafricaine et évidemment des prégnances nationales qui font qu'il est plus compliqué de les faire avancer. Sur le front nord-ouest africain, il y a une initiative qui a été lancée par le souverain à travers une discussion qui a eu lieu avec le président sénégalais et le président ivoirien, et qui devrait déboucher dans les prochaines semaines, si j'ai bien compris, sur une initiative de coordination sur d'abord la gestion de la crise, puis la sortie de la crise. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Abdelmalek Alaoui pour l'ensemble de vos éclairages. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct de Rabat et que vous êtes le président de l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Merci beaucoup. Merci. Voilà donc pour cette première partie, chers téléspectateurs. Restez avec nous, Question Écho se poursuit. Je rappelle que vous pouvez toujours adresser vos questions à nos invités selon la thématique qui est traitée via le hashtag Question Écho. Nous passons tout de suite à la deuxième partie et qui traitera de manière beaucoup plus globale de l'initiative africaine face au Covid. Le coronavirus est donc l'occasion de réaffirmer la solidité de la coopération Sud-Sud en ces temps de doute, notamment sur la pérennité du multilatéralisme. Sa Majesté le roi Mohamed VI avait lancé le 14 avril dernier une initiative africaine de gestion de la pandémie. Zine Bessari nous en parle. Faire du coronavirus une nouvelle occasion de renforcer la coopération Sud-Sud. C'est l'esprit de l'initiative africaine de lutte contre la pandémie lancée par le roi Mohamed VI en concertation avec les présidents du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Objectif, apporter une réponse africaine commune pour freiner la propagation du coronavirus sur le continent. Il s'agit d'une initiative pragmatique orientée vers l'action permettant un partage d'expériences et de bonnes pratiques pour faire face à l'impact sanitaire, économique et social de la pandémie. Une initiative saluée par le Parlement panafricain mais aussi par l'Union européenne. Sur le bilan bilatéral, la solidarité du Maroc s'est encore une nouvelle fois exprimée, notamment avec le Mali. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, la polyclinique Mohamed VI de Sébenin-Koro a été mise à la disposition du gouvernement malien pour aider à faire face à la pandémie. Sur le continent et ailleurs, la réponse apportée par le Maroc dans la gestion du Covid-19 ne manque pas d'être citée en exemple. Ce qui vient redorer l'image de l'Afrique jusqu'à présent relativement épargnée par rapport à d'autres pays du monde. Faire du coronavirus une nouvelle occasion de renforcer la coopération Sud-Sud. C'est l'esprit de l'initiative africaine de lutte contre la pandémie lancée par le roi Mohamed VI en concertation avec les présidents du Sénégal. Et se joint à l'émission l'expert en stratégie en diplomatie économique. Bonsoir Amel Laredi. Bonsoir Lella Khadija, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et Ramadan Moubarak Saïd, puisse Dieu faire qu'il soit une bonne augure pour nous tous Marocains et pour toute l'humanité. Inch'Allah. Quels sont
les opportunités stratégiques pour le Maroc. Parlons d'opportunités parce qu'il est vrai que depuis quelques semaines, nous parlons de défis, de challenges, de dangers, de freins. Absolument. Parlons opportunités avec vous, Amine Laridi, justement, du Maroc et des partenaires africains en cette période. Alors, magnifique. Alors, pour arborer un jargon qui est positif, mais aussi qui est très réaliste, parce que c'est ainsi qu'on fait la stratégie, c'est en étant ambitieux, mais en étant très pragmatique. Je vais utiliser deux mots comme fil d'Ariane, à savoir la confiance, mais aussi la mobilisation. En quelques secondes, en fin avril 1986, c'est-à-dire il y a exactement 34 ans, il y a eu une grande crise mondiale qu'on connaît tous, celle du réacteur nucléaire de Tchernobyl. Quelques années après, il y a eu la chute d'une plus grande puissance mondiale qui était l'URSS, l'Union soviétique. Et tous les experts, beaucoup de rapports ont fait une causalité directe entre ces deux événements. Mal gérer une crise de grande dimension, c'est perdre la confiance en interne, mais aussi perdre son aura et donc sa capacité de mobilisation en externe. Et par raisonnement inverse, bien réussir la gestion d'une crise internationale, c'est automatiquement mobiliser son front interne, c'est créer des synergies en interne, c'est ce qu'on est en train de très bien réussir. Et en même temps aussi, c'est servir de benchmark, c'est servir de locomotive et aussi servir en fait de leader à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle internationale. Alors la première phase a été réussie avec brio au Maroc grâce à la haute vision et grâce aux hautes instructions de Sa Majesté Lansro. Maintenant, d'un point de vue concret, ce qu'on a réussi en fait à bâtir en cette première phase, j'ai envie de le dire d'une manière concrète, c'est un modèle complémentaire et un système qui est bijectif. On a tout mis en place pour servir le citoyen marocain. Donc le principal bénéficiaire du modèle, c'était le Marocain pour préserver la santé et la vie des Marocains. Mais en même temps, ce modèle et ce système, il a été mis en place par des Marocains qui sont actifs. On a réappris, nous tous Marocains, à revaloriser le Marocain, non pas pour sa célébrité, non pas pour le nombre de likes qu'il a sur les réseaux sociaux, non pas pour des signes externes de richesse, mais pour sa valeur ajoutée. On a réappris à valoriser le technicien, nos frères et nos sœurs qui travaillent en fait le terrain, qui nettoient. On a réappris à valoriser le personnel de santé. On a réappris à valoriser les forces de l'autorité. On a réappris à valoriser l'ouvrier agricole, tout comme l'ouvrier qui travaille dans le textile ou ailleurs. On a réappris à valoriser le citoyen. Donc, ce qu'on a gagné, et il faut en fait capitaliser là-dessus. Il faut applaudir tous les Marocains qui se sont en fait mobilisés, qui continuent de le faire. On a bâti un Maroc dont on rêvait tous, qui était un Maroc fait par les Marocains, pour les Marocains, et c'était là d'ailleurs en fait l'âme et le texte des discours et aussi en fait des autres orientations de notre roi. Alors il faut capitaliser sur les Marocains, par les Marocains, pour les Marocains et aussi pour les Africains à travers justement cette initiative, Amine Laridi. Et notamment, allez-y. Ce qui me ramène automatiquement à mon deuxième point. Pour nous, l'Afrique n'est pas juste une doctrine géostratégique, c'est une histoire qui est commune, c'est un présent, c'est une réalité. Et c'est aussi un futur qui est commun à bâtir. Et j'entretiens toujours ce fil d'Ariane, cette notion de confiance et cette notion aussi de mobilisation. Vous l'avez si bien dit, on est valorisé aujourd'hui dans le monde entier de par ces initiatives-là, l'initiative royale, en étant validée comme initiative africaine par le Parlement africain, qui est le représentant officiel et légitime des peuples d'Afrique. C'est les peuples d'Afrique qui acclament cette initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI, de l'Assis, comme une initiative africaine. C'est l'Union européenne, mais c'est également le Parlement des Caraïbes, alors, ils ne sont pas africains, c'est d'autres peuples du monde qui voient le Maroc comme étant un pays pionnier, émergent et un modèle en fait à suivre dans le respect. D'un point de vue concret, si on traduit cette initiative avec en fait des actions et comme c'était ça a été mentionné clairement dans les déclarations officielles et en faisant le lien avec les opportunités en Afrique, de un, on a le partage de savoir et de connaissances et on sait tous que beaucoup de grandes puissances mondiales ont été avares de par cette denrée stratégique qui est justement les connaissances. Nous, on est prêt à partager, on est prêt à travailler la main dans la main. Donc, je mets ça ici. Deuxième point, c'est aussi une mise en place d'outils organisationnels et logistiques. La combinaison de ces deux-là nous laisse en fait entendre qu'il y aura automatiquement une base de données commune, qu'il y aura aussi automatiquement des centres de recherche communs par rapport au corona, qu'il y aura des moyens logistiques qui seront mis en place, qu'il y aura des moyens industriels. Amine Laridi, je me permets de vous interrompre. Alors, tout ceci est très bien. De centres de recherche communs, d'initiatives communes. Qu'en est-il du financement, justement, très bien. Alors, de tout cela, un financement commun? Il y a ces dernières années des fonds d'investissement africains pour des projets africains qui ont vu le jour. On a bien sûr les financements de banques africaines de développement et autres. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps aussi de créer un outil de financement pour justement faire face à la pandémie actuellement et à la période après
ce Covid? J'adore vos questions, comme toujours, Lalla Khadija. Alors, j'ai eu le privilège de conseiller des fonds d'investissement internationaux à une certaine période de ma carrière. Et je peux vous dire, comme tout le monde le sait, qu'en finance internationale, tout le monde adore tout ce qui est approche locative. C'est ramenez-moi une sorte de chiffre d'affaires qui est garanti et automatiquement, tout le monde est prêt à mettre en œuvre aussi bien des moyens opérationnels que financiers. C'est-à-dire on a besoin d'inverser la tendance. Si on met en place justement une logique de co-industrialisation destinée à produire des moyens, des produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, des machines, etc., destinées à résoudre le problème du corona, c'est que par la suite, ces mêmes moyens organisationnels, ces mêmes moyens qui sont adaptés à 100% à l'Afrique, ces moyens qui nous permettent d'un point de vue logistique de toucher tout le territoire, peuvent servir à tacler d'autres problèmes parce qu'il y aura un benchmark, il y aura un précédent. Et c'est une première en fait par rapport à notre continent. Nous pourrons tacler des problèmes de sécurité alimentaire majeurs la main dans la main et là automatiquement en garantissant une demande initiale. Tout ce que demande un investisseur international qui mérite ce nom, c'est automatiquement une demande initiale qui est structurée. Des centrales d'achat pour les nommer ainsi qui sont structurées et derrière une mise en place organisationnelle qui est afro-africaine parce qu'il faut renforcer justement la production africaine mais qui peut aussi bénéficier d'un transfert de savoir qui est international. Après, c'est les investisseurs qui viennent vous voir. Quand vous avez la demande et le moyen opérationnel qui est reconnu pour y répondre, le financement devient en fait un complément et non pas l'intrant le plus stratégique. Alors, il y a la sécurité alimentaire qui peut en fait en bénéficier parce que c'est les mêmes besoins. Pour des raisons d'héritage colonial, malheureusement, pour des raisons aussi de dépendance du PIB, pas uniquement de toute la structure économique des exports de denrées premières, notamment des produits miniers énergétiques qui en ce moment, à l'exception des terres rares et des produits tels que l'or, sont en train de connaître en fait une crise réelle en termes de prix. Pour des raisons aussi en fait d'absence d'infrastructures, l'agriculture a été abandonnée malgré différents programmes dans tout le continent africain. Aujourd'hui, on s'en rend compte. Le principal problématique, et je le disais au tout début de la crise, et heureusement en fait que dans notre pays, on a bien réussi ce défi bien en amont, bien avant la crise. La principale problématique, c'est qu'elle est de sécurité alimentaire. Tout le monde en est conscient aujourd'hui. On ne peut pas l'attaquer dans l'immédiat, il faut y penser, mais dans une logique en fait de co-organisation interpays, où le Maroc a un rôle à jouer. On a les engrais, on a le savoir-faire agricole, on a le savoir-faire d'infrastructure. Il y a le volet aussi commun qui est attaqué, on l'oublie souvent en ce moment, c'est que la paix et la sécurité sont un défi qui est réel en Afrique. Et il y a en fait énormément de structures qui sont là, malheureusement sur le papier, mais sur le concret, il faut les concrétiser. Encore une fois, l'initiative peut servir de benchmark, parce que sur l'immédiat, cette peur du corona, elle est légitime et elle est justifiée. La résoudre, c'est automatiquement donner un benchmark concret et des solutions concrètes. Alors, qu'est-ce que rechercheraient justement les investisseurs après le Covid en Afrique? L'Afrique a toujours été un puits à matières premières. Qu'est-ce que rechercheront les investisseurs après? Moi, je penserais différemment. Moi, je demanderais en fait, nous, au peuple d'Afrique, qu'est-ce qu'on veut? Il est temps d'arrêter de penser ce que les autres en fait demandent. Et nous, peuple d'Afrique, oui, on est ouvert au monde, mais nous, peuple d'Afrique, ce qu'on veut. Alors, parce qu'on parlait tout à l'heure de nous, peuple d'Afrique, ce qu'on veut, c'est une paix et c'est une prospérité qui est durable et une dignité dans le respect de la loi et de la souveraineté de chaque pays. Ça, c'est très fondamental. On a un défi qui est énorme aujourd'hui, à part la paix et la sécurité, et où le Maroc joue un rôle très fondamental et reconnu comme tel. C'est le défi, je parlais de la sécurité agroalimentaire, mais c'est aussi le défi démographique. Et à défi démographique, il faut créer des emplois de masse. C'est la co-industrialisation qu'il faut repenser. C'est les défis électriques aujourd'hui. Et co-industrialisation, on n'a pas de co-industrialisation. Est-ce que, Amil Laridi, la co-industrialisation implique une relocalisation, justement, ce qui se dit actuellement, une relocalisation d'investissements chinois en Afrique, ou en tout cas européens, de Chine vers l'Afrique? Je pense qu'il y a deux grandes tendances, et très souvent, c'est la troisième tendance qui la remporte toujours. C'est l'histoire qui le dit. La première tendance, elle a déjà commencé avant la crise, c'est tout le monde qui commence à sonner le glas, le libéralisme sauvage, il est à revoir, il y a en fait une forte dominance en fait, des puissances asiatiques, etc., et tout le reste. Et l'autre tendance aujourd'hui qui est en train de se renforcer avec la crise, c'est justement un nationalisme économique, où les gens se disent on ne peut pas dépendre de chaînes de valeur qui sont mondiales, aussi economically friendly soit-il, aussi optimales soit-elle, on ne peut pas en dépendre alors qu'en période de crise, on ne recevait plus rien. Même en fait, pour certains pays, même l'industrie pharmaceutique de base, c'est vital, l'agroalimentaire, des produits, en fait, des biens de base. Alors, entre les deux, il y a une troisième voie. On ne peut pas parler dans l'immédiat de co-industrialisation totale, mais dans l'immédiat, on peut parler de hubs industriels de proximité. Des hubs qui peuvent servir aussi bien les marchés africains que les marchés méditerranéens et européens dans l'espace de quelques jours, et non pas d'un mois.
Et c'est le seul, en fait, à pouvoir jouer ce hub parce qu'il a les infrastructures qu'il faut, parce qu'il a le savoir-faire industriel et qu'il a aussi fait preuve d'une flexibilité stratégique, c'est le Royaume du Maroc en ce moment. On a la production électrique qui permet automatiquement un pic et de servir le besoin industriel. On a des industries qui font en fait preuve de flexibilité et d'agilité stratégique en switchant vers la production des masques, en switchant vers la production de machines, etc. Je pense automatiquement aux clusters classiques automobiles et aéronautiques qui en font preuve d'une belle flexibilité en ce moment et qu'il faut renforcer. Je pense aussi à l'industrie pharmaceutique qu'il faut renforcer dans l'ambition et dans la capitalisation aussi, mais je pense aussi aux industries nouvelles. Il y a eu en fait un précédent très intéressant de la part de la DGSN qu'il faut saluer, c'était de faire un appel d'offres pour une application intelligente à 100% marocaine pour le traçage du virus. Cette application va certainement en fait développer et encourager les entrepreneurs, jeunes et non jeunes, à innover dans le domaine. Elle va encourager l'émergence d'un cluster d'intelligence artificielle et de recherche dans le domaine en fait au Maroc, comme c'était le cas il y a de cela quelques années par rapport au cluster d'ingénierie qui était impensable. Tout le monde disait que c'était impensable. Aujourd'hui, on a les plus grandes entreprises d'ingénierie par rapport à l'Afrique. On est en train d'exporter avec une adaptation africaine. Donc, avoir justement une technologie 100% marocaine, c'est penser le monde nouveau. Tout le monde a besoin aujourd'hui de confiance en période de peur. Qu'est-ce que c'est que la confiance? J'ai besoin de savoir que mon produit que j'ai commandé, où est-ce qu'il est exactement? Est-ce qu'il est en cours de production? Est-ce qu'il est en fait en fin de production? Est-ce qu'il est en shipment? Est-ce qu'il est en transport? Alors, pour savoir cela, c'est l'Internet des objets. On parle aujourd'hui des 5G qui vont être établis dans le monde entier. On aura la possibilité de suivre chaque produit exactement où est-ce qu'il est, de préparer le cash flow financier, de préparer tout ce qu'il faut. On ne va plus nous dire que le produit il est déjà chargé alors qu'il n'est même pas encore dans l'usine ou qu'il n'est même pas en sortie usine. Très bien, merci beaucoup Amine Laridi. Merci. Malheureusement, le temps de l'émission il n'y a pas de souci. Écoutez, juste en quelques secondes, j'ai envie de dire en fait qu'il y a un beau futur par rapport à notre pays si nous le saisissons et si nous en fait en profitons et que l'Afrique c'est notre continent, ce n'est pas un continent. Son avenir, c'est notre avenir à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Amine Laridi. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Je rappelle encore une fois que vous pouvez interagir avec nous via le hashtag Questions Éco et poser vos questions relatives à la thématique ou aux deux thématiques qui seront traitées lors de l'émission de demain. Rendez-vous donc demain à 21h sur Média TV. Très bonne soirée à tous.